Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce tout premier numéro de cette semaine. Ce soir, nous allons parler d'orientation post-bac. Comment faire le bon choix et choisir la bonne filière. Alors, vous venez d'obtenir votre bac, vous ne savez pas encore quel métier vous correspond, vous hésitez sur le choix de la filière et vous vous posez 1001 questions. Eh bien, restez avec nous, notre invité va certainement apporter des réponses à vos interrogations tout à l'heure. À la technique, Dame Julie Keke, présentation Mirabella Dité. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Radio Topa vous offre le meilleur after-work de tous les temps. Embarquons dans la nouvelle dimension. Embarquons dans la nouvelle dimension. Voici l'invité du jour. L'invité du jour. Monsieur Ouensou Jacques Christian, c'est lui notre invité. Oui, c'est vrai qu'il est sociologue, mais il est également consultant en orientation scolaire et professionnelle. Et c'est avec lui que nous allons justement aborder ce sujet, orientation post-bac. Comment justement faire le bon choix, choisir la bonne filière, surtout une filière d'avenir parce que c'est très important. Donc, à travers nos questions, eh bien, il va essayer quand même d'aider justement les jeunes bacheliers à faire le bon choix. Bonsoir, monsieur Ouensou, comment vous allez? Bonsoir le studio, bonsoir chers amis auditeurs de la radio Topa. Alors, votre journée, ça a bien commencé? Très bien Mirabelle, vous savez, chaque fois qu'on pense qu'on doit rencontrer les amis auditeurs de la radio du succès, on est toujours là. Radio partenaire. La radio partenaire. On est toujours en joie, pressé d'aller les rencontrer pour partager les expériences que nous avons déjà faites. Alors, ce soir, on parle d'orientation post-bac. Déjà, c'est bien d'expliquer de quoi il s'agit. Allez-y. Alors, orientation post-bac, ça se comprend tout simplement que c'est après le bac qu'on cherche à voir ce qu'on va faire. L'orientation post-bac suppose donc qu'on met à la disposition des jeunes bacheliers des outils nécessaires pour qu'ils puissent choisir les filières d'études selon leur convenance, tout simplement. Tout simplement. Alors, à quel moment on doit commencer à penser à tout ça? Est-ce que c'est avant le bac ou après le bac? Quel est le moment approprié pour se poser cette question, pour se demander quelle filière je dois choisir ou pas? Est-ce que c'est depuis le bas âge, comme le disent certaines personnes? Est-ce que c'est depuis la maternelle qu'il faut déjà poser la question à l'enfant, au primaire, au secondaire? À quel moment on doit pouvoir déjà être en mesure de dire ce qu'on a envie de faire comme métier demain? Après la fin du premier cycle, en réalité, l'enfant dessine déjà en perspective ce qu'on peut attendre de lui. Donc, les enfants du primaire à qui... Au primaire, on avait l'habitude de me demander, vous voulez devenir quoi? Eh bien, chacun se lève pour répondre. Vous avez constaté qu'au collège, ça peut changer. C'est pas réaliste, hein, souvent. C'est pas réaliste. Ça permet aux parents juste de suivre l'enfant, de l'aider à extérioriser en quelque sorte ce qu'il ou elle a. Et ça permet de le suivre et de détecter de manière miniaturisée ses talents. Par contre, après le premier cycle, donc l'enfant qui finit la classe de 6e, 5e, 4e, et va au BEPC, montre déjà quelques bribes de ce qui peut devenir demain. Pour un parent qui sait suivre, c'est déjà là qu'il faut orienter pour la première fois, tout en suivant. Donc, ce n'est pas après le bac qu'il faut parler de l'orientation, mais c'est depuis la 3e, en allant en classe de seconde, pour nous qui avons cette stratification scolaire, bien sûr, qu'il faut parler de l'orientation. Autrement dit, lorsque l'enfant commence par avoir 13 ans, 14 ans, à 15 ans, quand il commence par faire la compréhension, l'exercice des mœurs et coutumes de sa société, vous allez constater que c'est l'âge-là, pratiquement qu'on est en classe de 3e et qu'on va en classe de seconde. C'est en ce moment qu'on commence par orienter cet enfant-là. Donc, on met à sa disposition les outils nécessaires pour choisir une filière d'études demain ou bien pour s'insérer dans la vie professionnelle avec des compétences techniques en allant au lycée demain. Donc, c'est à partir de là qu'on commence par parler.
Maintenant, après le baccalauréat, on confirme avec l'enfant. Mais si vous n'avez pas fait l'exercice avant le baccalauréat, l'orientation post-bac devient alors quelque chose, entre griffes, étouffant pour le jeune étudiant. Parfois, le jeune étudiant ne sait même pas de quoi vous parlez si le travail n'a pas été fait en amont. Voilà pourquoi on dit souvent que l'orientation post-bac, c'est juste pour confirmer ce qui a été fait depuis la classe de seconde. Alors, pour nos jeunes frères qui malheureusement n'ont pas eu cette chance-là de penser à la chose beaucoup plus tôt et qui malheureusement... Bon, maintenant, ils ont déjà le bac, c'est une très bonne chose. Là, maintenant, ils sont en train de se poser la question de savoir bien, qu'est-ce que je dois faire et tout. Et ce n'est pas toujours trop tard, c'est pas trop tard pour bien faire. Non, ils ont toujours la chance de se rattraper. Vous savez, pour ceux qui ont eu la chance de se faire suivre par les parents ou par d'autres personnes en mesure de détecter les capacités psychocognitives pour les aider, c'est plus facile. Après le baccalauréat, vous allez constater que ces gens-là, ils ne se gênent pas. Ils vont juste s'inscrire naturellement. Même si quelqu'un d'autre venait leur dit « Mais viens, on va faire de réunions pour l'orientation par ici. On veut orienter les gens pour telle école par là. » Vous allez constater que ces gens-là, ils ne se gênent pas pour aller à ces séances-là. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire, parce que le travail a été déjà fait. Malheureusement, la grande majorité ne bénéficie pas de ce travail préalable. Donc cette grande majorité, on met maintenant, après le baccalauréat, et là je félicite les responsables à divers niveaux de l'enseignement de notre pays, on leur met à disposition les curricula, les capacités de s'insérer dans la vie professionnelle. Et à l'aune de tout ça, ils peuvent chercher et choisir. Ça peut être pas essai et pas erreur, ce que nous évitons en faisant le travail en amont. Ça peut être pas imitation, ce que nous évitons également en faisant le travail en amont. Donc, après le bac, l'orientation aide le jeune bachelier. Cependant, le jeune bachelier n'est pas toujours prêt en ce moment-là à changer d'idée ou à aller dans une filière qu'on a jugée en tant que technicien lui proposer par exemple de faire. Entre-temps, avant d'arriver en terminale, le choix était peut-être de suivre un ami, le choix était peut-être de faire quelque chose qui marche et on a vu en perspective chez quelqu'un à côté. Et juste après le bac, tout ce que nous faisons comme orientation post-bac n'a d'effet en réalité que lorsque le jeune étudiant s'aventure dans une filière et se retrouve être bloqué par l'échec. Il revient maintenant vers le technicien et là, on l'oriente. Alors, sur quels critères doit-on se baser pour faire le choix de sa filière? En général, pour faire le choix de sa filière, il faut se baser sur 4 points essentiels. Ce que j'ai l'habitude d'appeler les 4 points cardinaux de l'orientation. Il faut d'abord, au premier point, chercher à savoir ce qui marche dans ton pays où tu vis. Il ne sert à rien de rester au Bénin, par exemple, et de voir ce qui marche en France et vouloir faire ça. C'est une erreur. C'est là où tu vis, c'est là où tu dois contribuer à la richesse, à la production de richesse. Donc, si tu veux t'insérer dans le tissu de production sociale, eh bien, c'est là où tu vis que tu vas le faire. Donc, le premier point, alors, qu'est-ce qui marche là où tu vis? Qu'est-ce que tu veux apporter au développement de là où tu vis? C'est les premières questions. Qu'est-ce que je peux apporter maintenant que j'ai le baccalauréat? Qu'est-ce que je pense que je peux faire, surtout qui me plaise? Et en le faisant, je vais contribuer à la production de richesse sociale de là où je suis. Premier point. Deuxième niveau, quels sont mes centres d'intérêt quand je me vois? Qu'est-ce qui me plaît beaucoup plus? Donc, le premier point, ce qui marche là où je suis, ce que je veux apporter. Le deuxième point, ce qui me plaît, ce qui me pousse à l'action, ce qui me fait, par exemple, pleurer naturellement ou sourire naturellement. Sourire, c'est mieux. Voyez-vous? Oui, je préfère les deux extrêmes. D'accord. Donc, ce que je veux faire pour moi-même. Voilà, ça c'est le deuxième point. Lorsque vous êtes bien fondé sur ces 2 points, vous allez sur le troisième. Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je sais faire? Est-ce qu'en mathématiques je suis fort? En français je suis fort? Et c'est là où on prend le bulletin de notes pour voir comment est-ce que le candidat
d'hier, donc le jeune bachelier, a travaillé au cours de l'année en terminale. Et ça permet d'édifier, en fait, sur ses compétences. Alors, je ne vous coupe pas. Parfois, quand on prend le relevé de notes, par exemple, on essaie de se baser sur les notes qu'on a eues. Mais il faut comprendre aussi que quand on va à l'examen, quand on va au bac par exemple, et quand on a la chance peut-être, ou parce qu'on a travaillé, on a 18 de moyenne par exemple dans une matière, ça ne veut pas forcément dire qu'on est excellent dans cette matière. Je suis d'accord. Cependant, vous savez que j'ai énuméré 4 points et que j'ai l'habitude de nommer les 4 points cardinaux. Et quand on dit 4 points, s'orienter, c'est se repérer par rapport aux 4 points cardinaux, naturellement. Donc, orienter un enfant, il faut 4 choses. Et les 4 choses ensemble doivent conduire à donner un panier de possibilités à cet enfant-là. De telle sorte que si l'enfant se cherche dans ce panier, l'enfant finira par se retrouver. L'enfant qui a eu peut-être, parce que c'est son beau jour, 20 sur 20 en SVT, alors que cet enfant, au cours de l'année scolaire, n'a pas bien travaillé en SVT, a quand même eu comme matière SVT en classe. Donc, n'importe comment, l'aptitude de cet enfant-là, ses compétences, il y en a un peu dans SVT. Voyez-vous? Donc, nous étions sur le 3e point, où je parlais des compétences, mais il y a le point capital. Le point capital, c'est le dernier. Le dernier, c'est la personnalité de la personne, c'est-à-dire du jeune candidat même. Et c'est ça que tout le monde n'arrive pas à décrypter. Il faut savoir qui tu es. Que peux-tu? Comment vas-tu pouvoir le faire? Et tout ceci se regroupe dans qui tu es en tant que personne et personnalité pour aller jouer un personnage social. Voyez-vous? Donc, pour trouver la personnalité, il faut travailler. C'est-à-dire, si c'est toi seul qui veux le faire, ce 4e point t'amène à t'observer. Comment tu réagis en face des situations? Est-ce que tu réfléchis avant de réagir ou bien tu réagis sur de l'intuition? C'est un ensemble de démarches qu'on essaie de faire et les 4 réunis t'amènent à tracer maintenant une courbe qui te dit je peux faire tel, je peux faire tel. Et là encore, c'est des probabilités pour le jeune étudiant. Si le travail n'a pas été fait en amont, on lui propose tout ça. Et dans ça, maintenant, à part ces 4 points cardinaux, on va maintenant consulter les parents. Parce qu'après tout, même si l'enfant est orienté, même s'il arrive à faire son choix, on va chercher maintenant les moyens pour pouvoir y arriver. Bref, choisir, c'est savoir les repères nécessaires pour se retrouver. Et si on essaie de revenir un peu sur ces 4 points que vous avez dont on a parlé tout à l'heure, toujours pour permettre la compréhension aux auditeurs, leur permettre de mieux comprendre de quoi on est en train de parler. Alors, le premier point, c'était déjà... Le premier point, j'ai parlé de ce qui marche là où tu vis. Ça, c'est très simple. Je suis béninois. Aujourd'hui, si je veux choisir quelque chose, je dois me poser la question, aujourd'hui, mon pays a besoin de quoi? Je suis un jeune étudiant. Alors, je vais apporter ma pierre à l'édifice bénin dans 3, dans 4, dans 5 ans. Qu'est-ce que je fais tout de suite? Est-ce que je vais choisir faire l'enseignement long? Est-ce que je vais choisir faire l'enseignement technique qui m'amène 3 ans, 4 ans après à rentrer dans le tissu de production de richesse sociale? Ou bien, avec le bac que j'ai, est-ce que je commence par mettre ce que je sais faire déjà avec mon baccalauréat dans la contribution de richesse sociale? Ces 3 questions-là m'amènent à savoir ce qui est bon dans mon pays pour que je puisse m'insérer dans le tissu économique de mon pays. 2e point, mes compétences. Qu'est-ce que je connais? Comment est-ce que je peux aider là où je suis? Et le qu'est-ce que je connais pour un jeune bachelier ne peut que se lire à travers ses notes en classe ou son relevé de notes après baccalauréat. Le relevé de notes seul ne suffit pas. C'est pourquoi nous allons derrière et nous voyons son bulletin en classe. Et avec le bulletin en classe, on lit déjà les notes qui sont venues après les examens. Et ça nous permet de faire une synthèse de la capacité, de la compétence réelle de ce jeune étudiant-là. 3e point, on lui dit maintenant, tu es qui en réalité? Est-ce que tu sais qui tu es? Si tu ne sais pas qui tu es, voilà comment est-ce qu'il faut que tu fasses. C'est là où on cherche la personnalité du jeune qui veut s'insérer dans le tissu de production de son
pays. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas tout faire, mais tu ne seras jamais heureux. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas aller de coq à l'âne devant des situations où tu pouvais aller vite et bien. Alors, on essaie de faire comprendre, ou le candidat essaie de comprendre qui il ou elle est pour aller travailler. Avec ces points, nous pensons que l'enfant finira par se retrouver sur un chemin où sa motivation est accrue. En ce moment-là, le jeune étudiant travaillera avec plaisir sans jamais sentir le poids du travail. Même pour étudier la filière qui sera choisie, le jeune étudiant étudiera avec espérance et espoir de retrouver quelque chose à faire. À la fin, l'étudiant qui a fait ce que nous sommes en train de dire, donc l'étudiant qui a eu la chance de faire une bonne orientation, ne cherchera pas à attendre qu'on l'embauche, mais plutôt il cherchera à contribuer au développement de sa cité en apportant ce qu'il sait faire. C'est tout ce que nous voulons pour le développement de notre pays. Et voilà pourquoi, en matière d'orientation scolaire, nous disons qu'il faille commencer depuis la classe de 3e au minima. Autrement dit, c'est depuis que l'enfant naît, depuis que l'enfant commence l'école, qu'on commence par le faire et on suit l'enfant en le décryptant au fur et à mesure pour qu'après, l'orientation professionnelle soit la chose la plus facile qui puisse être faite. Parce que de l'orientation scolaire, l'orientation pour le choix de filière, donc qui est l'orientation post-bac, à l'orientation professionnelle, il n'y a qu'un seul pas. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait tenir compte des réalités de son milieu, de son environnement pour justement choisir sa filière. Et si peut-être la carrière que je souhaite, le métier que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai réellement envie de faire, c'est mon rêve, mais je me rends compte que dans mon milieu ou dans mon pays, ce n'est pas forcément un métier qui peut aboutir ou qui peut m'aider réellement à réaliser des choses vraiment, vraiment concrètes. Vous savez, généralement, après une bonne orientation, vous pouvez vous retrouver dans vos passions. La passion ne donne pas forcément de l'argent. Si c'est ce que vous voulez, si c'est une passion pour vous, ça va vous donner la joie de travailler, la joie de faire quelque chose pour la cité. Parlant d'argent, vous savez que la plupart des jeunes aujourd'hui, je ne dis pas tout le monde, mais la majorité, tout de suite, quand on parle de travail ou de profession, mais la première chose qui nous vient, qui vient justement, c'est de se dire, mais est-ce que ça va me rapporter quelque chose de mieux ? Absolument. Est-ce que je pourrais entretenir ma famille de mieux ? C'est vrai que c'est important. C'est très important. Tout le monde ne se focalise pas forcément uniquement sur la passion. Oui, c'est ce que je voudrais dire. Si tout le monde se focalisait sur la passion, ça aurait été un monde idéal. Mais ça veut dire que tout le monde est heureux, tout le monde est à l'aise en travaillant. Ce qui est impossible, c'est utopique. La passion ne donne pas forcément de l'argent. Vous faites quelque chose par passion, c'est ça qui vous passionne. Ça ne veut pas dire que ça vous donne de l'argent. Voilà pourquoi, après le baccalauréat, le jeune étudiant peut vouloir rentrer dans une école par passion. Mais son père, le spécialiste à côté, doit le ramener sur les réalités du pays où il ou elle vit. Pour lui dire, oui, c'est vrai, telle chose est ta passion, mais dans notre pays, voilà ce qui marche. Avec ça, tu peux avoir de l'argent pour garder ta famille. Nous avons dit ici que le travail permet à l'homme de donner un sens à sa vie privée. Du coup, si tu n'arrives pas à assumer tes besoins fondamentaux, le travail que tu fais n'est plus un travail anoblissant. Du coup, il faut d'abord manger, il faut d'abord se soigner, ainsi de suite, avant de vivre heureux, de telle manière que la passion finalement te donne de la joie de servir, la joie d'être, la joie de créer, mais pas de l'argent. Voilà pourquoi quand on veut s'orienter, quand on veut choisir de filière, on a toujours les deux. Je vous donne l'exemple de ce monsieur-là qui voudrait par passion faire la médecine. Par passion, c'est ça qu'il voulait. Mais son père a la possibilité de l'envoyer faire des études pour être architecte. Le papa dit, après que nous avons terminé, parce que quand on finit de faire le travail, on sort une fiche synoptique de ce que l'enfant veut, de tout ce que l'enfant peut faire, les probabilités que l'enfant a pour le travail, par exemple, et l'enfant doit aller consulter ses parents, parce qu'après tout, c'est les parents qui vont investir pour que l'enfant aille à l'école. Mais le papa dit, attention, la médecine, il faut que tu ailles faire d'abord le concours d'entrée pour qu'on t'accepte. Je ne suis pas prêt à payer et à attendre qu'on t'accepte là-bas. Moi, je connais telle école, tu vas faire telle chose, et à la fin,
je sais que tu vas aboutir à telle chose. L'enfant est revenu nous voir parce qu'a priori, il n'était pas d'accord. Il est venu, je veux telle chose, papa ne veut pas m'aider à le faire. Mais on a essayé de lui expliquer qu'en le faisant, avec l'appui de son père, il aura les moyens nécessaires pour étudier après. Parce qu'on peut étudier toute sa vie pour se donner ce qu'on veut. Tu as ce que tu dois avoir maintenant. Tu as les moyens et tu te donnes la joie. Après, pour ta passion, il n'y a pas de problème. Vous allez constater des gens, ils vont étudier juste parce que les parents ont dit... Mais après, est-ce qu'on a forcément encore le temps de le faire? Eh bien, si c'est vraiment votre passion, vous finirez par y arriver. J'ai entendu quelqu'un la dernière fois qui a fait banque et finance. Il a fait beaucoup de choses, mais après, il est devenu un promoteur agricole. Donc, il a fait banque et finance et il a été responsable au haut niveau d'une banque de la place. Mais il a eu l'argent nécessaire pour se donner des moyens et il est devenu promoteur agricole. Ça signifie quoi? Vous pouvez avoir votre passion, mais si dans votre pays quelque chose marche, vous devez tout faire. Et c'est là où l'orientation est importante. C'est là où il faut que, après le baccalauréat, le travail qui a été fait soit confirmé. Ou si ça n'a pas été fait du tout, il faut consulter un spécialiste ou les parents qui sont avisés pour qu'on puisse vous dire prenez par tel endroit. Et là, vous allez pouvoir assumer votre vie et vous donner la joie de vivre. Alors, parlons toujours du choix. Est-ce qu'il faut se contenter d'un seul choix ou est-ce qu'il faut plutôt lister plusieurs métiers qui gravitent autour d'un domaine afin de mettre toutes les chances de son côté? A priori, si le travail n'est pas fait en amont, il faut avoir beaucoup de choix. Il faut avoir un panier de choix et se dire, si telle chose ne marche pas, il va falloir que je raccroche rapidement. Par contre, si le travail est fait depuis le bas âge jusqu'en classe de terminale, j'ai l'habitude de dire que le plan B fait perdre parfois les horizons. Il faut rester fier et sûr de son horizon et tu vas voir la réussite est au rendez-vous. Donc il y a les deux cas. Si ce n'est pas fait depuis, tu n'as pas eu le temps de l'expérimenter, de retourner jusqu'à confirmer après le baccalauréat. Du coup, tu es obligé d'avoir beaucoup et là, tu t'inscris par essai, pas erreur. Là, ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Ou bien par imitation. Mais si c'est fait depuis, mais non. Tu y vas avec la certitude que tu sais ce que tu fais. Et là, le plan B devient un poison. Alors, quand on fait son choix, c'est vrai, c'est important d'avoir l'approbation des personnes qui nous entourent, nos proches, nos parents, nos amis. Leur avis, ça compte également. Et parfois, notre point de vue ou notre choix n'est pas souvent approuvé par tout le monde. Il y a des personnes qui essaient de nous influencer. Est-ce qu'il faut d'abord chercher, parce qu'ils vont peut-être vous raconter leur histoire, ils vont vous dire oui, je me suis lancée dans la même carrière, mais aujourd'hui, regarde, ça n'a pas donné ce que ça devrait donner. Et parfois, à un moment donné, on vous influence. Est-ce qu'il faut tenir compte de l'expérience des autres ou il faut uniquement se focaliser sur ce qu'on a envie de faire? C'est très important de tenir compte de l'expérience des autres. À force de vouloir faire ce que personne n'a jamais fait, tu trouveras ce que personne n'a jamais vu. Mais si quelqu'un a déjà fait une fois, alors pourquoi ne pas en profiter? Mais je ne suis pas cette personne. Justement. Je peux réussir là où il a échoué. Merci. Mais pourquoi on se sert de l'expérience des autres? Parce que tu sais qui tu es. Voilà pourquoi tu dis je ne suis pas telle personne. Est-ce que tu dis je ne suis pas telle personne parce que votre patronyme est différent? Non, je ne pense pas. Nous parlons de la personnalité, ta capacité de réagir, ta capacité de faire telle ou telle chose, en face de telle, ta capacité psycho-cognitive en général, face à telle ou telle épreuve de la vie. Et si nous sommes dans ces conditions, mais il faut s'inspirer de l'autre pour se dire, eh bien, attention, moi je réagis de telle manière, mais si telle personne a échoué et moi je ne réagis pas comme telle personne, alors, arrivé sur ce terrain, j'utiliserai mes capacités d'adaptation pour m'en sortir. D'une manière ou d'une autre, tu t'es servi de l'expérience des autres pour pouvoir t'édifier sur ce chemin. Voilà pourquoi il est très important d'écouter l'autre, super important même, de se servir de l'expérience des autres pour ne pas devenir un touriste sur le campus. Alors, quand on a envie de démarrer une carrière ou quand on a envie de faire une filière ou telle école, il faut également avoir les moyens pour le faire, hein, vous le savez. Et malheureusement, tout le monde n'a pas les moyens d'aller peut-être dans une grande école ou de s'inscrire dans telle école et tout. Et ça peut être compliqué et ça amène certaines personnes à justement aller faire un mauvais choix ou tout simplement on se lance dans une carrière où on choisit une filière, pas parce qu'on en a réellement envie, mais tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de faire ce qu'on veut réellement faire. On doit, est-ce que c'est quand même, c'est vrai que c'est pas juste d'abandonner son rêve ou ce qu'on a envie de faire, tout simplement pas parce qu'on n'en a pas les capacités intellectuelles, mais
tout simplement parce qu'on n'en a pas les moyens. Alors, On peut toujours se rattraper après. Vous savez, il y a quelque chose qui est primordial. C'est bon d'avoir le bac. Juste après le bac, il faut se poser quelques questions. Est-ce que je prépare un cursus d'études court? Ça, c'est la première question, je l'ai dit tout à l'heure. Ou bien, je fais un long cursus d'études. Ou bien, avec mon baccalauréat, je fais ce qu'on appelle de raccourcis pour revenir dans les études. Et ces 3 questions se fondent sur tes capacités. Et quand on parle de capacités, je prends l'exemple simplement de quelqu'un qui avait perdu son père lorsqu'il était en classe de 3e et sa maman est ménagère. Et après le baccalauréat, ce jeune homme voudrait continuer les études. Entre-temps, la maman est allée nous voir pour dire « Je veux que mon enfant devienne un intellectuel. Mon enfant, je ne veux pas que mon enfant soit comme moi. » Le jour-là, j'ai eu la chance de lui dire « Maman, nous allons faire l'effort pour que ton enfant soit ce qu'il doit être. » Après le baccalauréat, le jeune est allé nous voir pour nous demander de l'aider à choisir les études, la filière d'études. C'est ça, l'orientation post-bac que nous avons eu à faire avec. Après le travail, il a constaté qu'il n'a pas de parents capables de l'aider à faire un cursus long. Simplement, lui-même, il a fait ce constat. Il a choisi en faire un cours pour que 3 ans après, il commence quand même par aider sa maman à soutenir ses frères, ce qui est normal. Maintenant, le cours qu'il a choisi, il constate que pour aller dans l'école là, il lui faut au moins 350 000 francs là, multiplié par 3. Maman a dit, je ne sais pas comment trouver ça. Ce qui signifie quoi? Ce qu'il veut, il ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de l'argent à côté pour le faire. Finalement, le bac qu'il a, il fallait qu'il utilise ce bac-là pour en quelque sorte pivoter sur le bac et aller attraper maintenant ce qu'il veut avoir. Du coup, il a choisi commencer par faire quelque chose avec son niveau baccalauréat et aujourd'hui, ce monsieur a déjà fait ses 3 ans d'études et il est ce qu'il veut être. Autrement dit, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est juste savoir poser les bonnes questions à la bonne personne au bon moment. Si le jeune étudiant qui a eu son bac fraîchement n'a pas eu la bonne personne en face au bon moment, cette personne pourrait faire un choix qui l'amènerait à s'aventurer dans des filières d'études et peut-être à abandonner parce que le choix a été mal fait. N'importe comment, que vous travaillez pas du tout pour continuer votre étude ou que vous ayez les moyens pour étudier en même temps après le baccalauréat, les deux vous amènent toujours à votre but. Parce que l'essentiel, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'on veut après le bac. Si ce n'est pas fait, c'est là où tout commence par aller en vrille en quelque sorte. La vision claire après le bac. Et ceci vient quand on a commencé en amont le travail. Si le travail n'est pas en amont, l'enfant ira au bac en se disant « je vais au bac pour faire plaisir à quelqu'un ». En ce moment-là, l'enfant ne sait même pas après le bac ce qui se passera. C'est donc important de savoir là où on va. Très, très important. Si vous ne savez pas là où vous allez vous perdre en chemin. Parce que après le bac, c'est comme si le jeune se retrouve sur un carrefour. Et sur ce carrefour, il ne sait pas où est-ce qu'il va aller en réalité. Et il faut tout simplement que quelqu'un vienne à côté de ce jeune pour lui dire « va à tel endroit ». En sachant bien sûr qui est ce jeune, qu'est-ce que ce jeune voulait en venant à cet endroit-là pour se retrouver au carrefour et avec quels moyens il veut aller là où il veut partir en nous parlant. Et c'est là où les techniciens interviennent, où les parents interviennent pour montrer à ces jeunes-là l'horizon et pour lui dire voilà là où tu vas prendre part. Et c'est ça l'orientation post-bac. Alors, Monsieur Ouessou, avant de poursuivre nos échanges, on va rapidement faire un tour de l'autre côté. Dame Julie Keke va nous aider. On va faire une petite pause. Orientation post-bac, comment choisir la bonne filière? Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui avec Monsieur Jacques Christian Ouessou. Alors, nous sommes en train de parler d'orientation, mais c'est également important de savoir qui peut réellement nous orienter. Alors, quand on a envie d'avoir des conseils par rapport à la filière qu'on veut choisir, vers qui on devrait normalement se tourner? Ça, c'est une question très importante, Mirabel. En réalité, lorsque vous avez le baccalauréat, la première personne que vous devez consulter pour demander ce que vous allez faire, ce sont vos parents. Puisque c'est les parents qui ont un plan de vie professionnelle pour leur progéniture. J'ai l'habitude de dire que
Un enfant, pour un parent, ne peut jamais cesser d'être un enfant. Et quand on parle d'élève, d'étudiant, les mots même l'évoquent. Les parents élèvent la personne humaine, l'aide à étudier finalement, et après, il devient un professionnel. Du coup, c'est les parents qui sont la toute première personne à qui il faut poser des questions pour savoir ce qu'il faut faire. Et si les parents ne sont pas outillés pour répondre à l'enfant, il y a maintenant les spécialistes. J'ai rencontré des gens qui sont allés dans des filières simplement parce que dans leur confession religieuse, le responsable leur a dit « Voilà ce que tu dois faire, voilà ce qu'il faut que tu fasses ». Après avoir fait 2 ans sans succès à l'université, ils posent la question et nous les récupérons en tant que spécialistes pour les orienter. J'ai compris, ils n'avaient pas devant eux la personne outillée en ce moment-là. La meilleure personne pour orienter, c'est les spécialistes chargés de l'orientation. Et si les spécialistes ne sont pas à côté, les parents sont là. Si les parents ne sont pas à côté, les tuteurs, les grandes personnes peuvent orienter. Mais la meilleure, suprême pour l'orientation, c'est le jeune étudiant lui-même. Parce que le jeune étudiant a fait déjà la classe de seconde, la classe de première, la classe de terminale. Et le jeune étudiant a vu ses amis, le jeune étudiant a vu déjà ce qui se fait. Le jeune étudiant, aujourd'hui, est allé sur le net, a vu un certain nombre de choses qui, a priori, l'avaient intéressé. Donc, en voulant choisir de filière, le jeune étudiant doit chercher à comprendre telle chose qui me plaît, par exemple. Celui qui fait ça devient quoi demain? Si je commence par le faire, qu'est-ce que je vais devenir? Et le jeune étudiant a l'obligation de comparer son avenir en perspective avec celui qui est déjà là en train de le faire. In fine, il est ou elle est la meilleure personne qui l'est orienté en réalité. Tous les autres lui apportent des outils, des conseils nécessaires. Et avec ces outils, il finit par s'édifier une personnalité nécessaire d'aller dans la société pour faire quelque chose de... Alors, le jeune bachelier ou bien les personnes qui viennent d'avoir le bac cette année, ils ont encore la possibilité de bien choisir, de prendre leur temps. Mais les personnes qui malheureusement n'ont pas eu cette chance-là de faire le bon choix, qui ont eu le bac peut-être il y a cela 2 ans, 3 ans et qui se perdent encore aujourd'hui. Quel conseil pourriez-vous leur donner? J'ai l'habitude de dire que chaque chose a son temps. Et ça, c'est réel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous savez, si vous n'avez pas fini les études avant 35 ans, 30 ans au maximum, quand est-ce que vous allez rentrer dans le tissu de production de richesse sociale pour en apporter en tant qu'adulte et gagner la vie de votre famille et permettre à votre famille d'évoluer? Voilà pourquoi, si vous faites attention, en terminale, il y a 2 bornes. Trop jeune, c'est 17-16 ans en terminale. Trop vieux, moi je dis, devrait être 22 ans en terminale. Mais l'âge compte. Si vous dites que l'âge ne compte pas réglementairement, ce n'est pas sérieux parce que vous allez vieillir à chercher le baccalauréat. Dès que le baccalauréat ne vous prend pas tout de suite, vous cherchez à voir pourquoi et à choisir d'autres raccourcis. Quitte à ce que vous reveniez étudier après pour avoir votre baccalauréat, même à 50 ans. Ça ne gêne pas. Mais si vous avez votre bac et vous allez sur le campus et vous, par erreur de choix de filière, vous échouez de manière répétée, vous devez avoir la conscience positive pour aller demander également le pourquoi à un spécialiste. Pour qu'on vous aide à changer. Vous n'êtes pas obligé de forcer. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Je vous donne l'exemple très simple d'un jeune. Un menuisier avec qui j'ai discuté la dernière fois, qui était en train d'étudier, arrivé en classe de terminale, il a eu son bac, mais avant d'aller pour son bac, il travaillait avec son oncle et il était un bon menuisier déjà, mais parce que le bac n'a pas marché, il a continué. Aujourd'hui, il a son atelier, c'est un menuisier, j'ai l'habitude de l'appeler ébéniste, parce qu'il travaille le bois d'ébène. Et aujourd'hui, il a dit, l'année prochaine, je passerai mon baccalauréat pour avoir mon bac. Moi, je l'ai félicité à ça. C'est dit simplement que quand vous échouez, vous ne devez pas vous obstiner à perdre votre temps là. Rebrousser chemin, allez trouver le bon chemin. Et c'est ça également l'orientation. Et c'est là que nous appelons l'orientation professionnelle. C'est l'orientation professionnelle qu'il faut pour ces jeunes personnes. Ce n'est pas post-bac, non. Ils ont déjà perdu le temps. C'est professionnel, ils n'ont qu'à rentrer dans le tissu de production de richesse sociale en même temps. Alors, un dernier conseil pour les nouveaux bacheliers. Pour les nouveaux bacheliers, un dernier conseil, c'est d'abord se poser la question. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? Et comment est-ce que je peux le faire?
après cette question, qu'est-ce que je connais? Dans quelle matière j'ai été suffisamment bon? Ils regroupent les deux. Ils disent à leurs parents, voilà ce que je veux faire. Ils doivent obligatoirement consulter les parents. Et les parents vont dire, d'accord, je t'accompagne. Ou bien les parents vont dire, non, ce que tu as choisi, ce n'est pas bon pour toi. Notre projet pour toi, c'est telle chose. Là, je demande à ce que, si ce point se présente, que les parents prennent le temps de convaincre leur enfant. Parce que là, ça crée souvent de conflits. Si l'enfant n'est pas convaincu, l'enfant ne va pas donner un bon résultat. Donc, il y a une manière de convaincre l'enfant. Si les parents n'y arrivent pas, il n'y a qu'à trouver quelqu'un pour les aider. Voilà, tout simplement. Orientation post-bac, comment faire le bon choix, choisir la bonne filière. C'était notre sujet d'aujourd'hui. Nous en avons parlé avec un monsieur Jacques Christian Ouinsou, qui je rappelle est non seulement sociologue, mais également consultant en orientation scolaire et professionnelle. Et comme il l'a dit tout au long de cette émission, c'est très important de bien réfléchir avant de faire son choix. Et ça commence bien avant le bac. Et toujours, pour pouvoir faire ce choix, c'est toujours bien d'avoir l'opinion, de se rapprocher des personnes qui sont en mesure de réellement vous aider, tenir compte également de l'expérience des autres. Et si vous vous lancez et que ça ne marche pas au début, ce n'est pas encore un drame. On peut toujours retrouver le chemin, le meilleur chemin. Voilà. Absolument. On peut toujours le faire, c'est toujours possible. Le plus important, c'est de croire en soi et de croire certainement de croire en ce qu'on a envie de faire. Et l'autre chose également qu'il faut rappeler, c'est qu'il faut toujours tenir compte du milieu dans lequel vous vous trouvez, de votre environnement, ce qui correspond vraiment. Voilà, on ne va pas aller choisir des filières qui ne vous correspondent pas ou qui tout simplement ne font pas partie des réalités de votre pays. Ce serait tout simplement une perte de temps. Monsieur Ressou, un dernier quelque chose pour terminer? Alors, je dirais, pour finir, que la personne qui s'oriente très bien, qui a fait une bonne orientation, n'a pas de choix. La personne la réussit toujours. Il n'y a pas de question. Il ou elle réussit. Si c'est un homme, ça donne. Si c'est une femme, ça donne. Dans le cas contraire, on va dans des réussites, pas essai et pas erreur. Et ça peut donner comme ça peut ne pas donner. Alors, ça peut faire perdre du temps. Ce sera tout pour Embarquons dans la nouvelle dimension de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Merci à Dame Julie Keke qui était la technique. Restez avec nous. Bonne suite de programme à toutes et à tous.
premier numéro de cette semaine. Ce soir, nous allons parler d'orientation post-bac. Comment faire le bon choix et choisir la bonne filière. Alors, vous venez d'obtenir votre bac, vous ne savez pas encore quel métier vous correspond, vous hésitez sur le choix de la filière et vous vous posez 1001 questions. Eh bien, restez avec nous, notre invité va certainement apporter des réponses à vos interrogations tout à l'heure. À la technique, Dame Julie Keke, présentation Mirabella Dité. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Radio Top 1 vous offre le meilleur after-work de tous les temps. Embarquons dans la nouvelle dimension. Embarquons dans la nouvelle dimension. Voici l'invité du jour. L'invité du jour. Monsieur Ouensou Jacques Christian, c'est lui notre invité. Oui, c'est vrai qu'il est sociologue, mais il est également consultant en orientation scolaire et professionnelle. Et c'est avec lui que nous allons justement aborder ce sujet, orientation post-bac. Comment justement faire le bon choix, choisir la bonne filière, surtout une filière d'avenir parce que c'est très important. Donc, à travers nos questions, eh bien, il va essayer quand même d'aider justement les jeunes bacheliers à faire le bon choix. Bonsoir, monsieur Ouensou, comment vous allez? Bonsoir le studio, bonsoir chers amis auditeurs de la radio Topa. Alors, votre journée, ça a bien commencé? Très bien Mirabelle, vous savez, chaque fois qu'on pense qu'on doit rencontrer les amis auditeurs de la radio du succès, on est toujours la là. Radio partenaire. Pardon, la radio partenaire. On est toujours en joie, pressé d'aller les rencontrer pour partager les expériences que nous avons déjà faites.